Je m'appelle Zelda Fight et il y a 3 mois, j'ai vu ma superviseure détruire ce qu'elle croyait n'être que des feuilles de calcul et des notes de réunion. Elle s'est tenue derrière mon poste de travail, a annoncé à tout notre département que mon année d'effort n'était qu'un ramassis de futilités, puis a appuyé sur la touche « Supprimer » sous le regard fixe de 23 personnes. Ce qu'elle a réellement effacé, c'est la fondation invisible qui assurait la cohésion de notre entreprise. Et lorsque mon téléphone a sonné 30 secondes plus tard avec une offre d'emploi d'1 demi-million de dollars, j'ai réalisé qu'elle venait de me tendre l'arme parfaite pour la destruction la plus satisfaisante que j'aurais jamais pu imaginer. Avant de vous raconter exactement comment l'avoir paniqué est devenu le moment le plus doux de ma vie professionnelle, pourriez-vous prendre quelques secondes pour appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner ? Parce que ce que je m'apprête à partager vous montrera comment un moment de cruauté peut se retourner contre son auteur de manière qui semble impossible, jusqu'à ce qu'elle se produise juste sous vos yeux. Et croyez-moi, vous devez entendre chaque détail de la façon dont cela s'est déroulé. Laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé, car les histoires de vengeance débutent toujours bien avant que la vengeance elle-même n'ait lieu. Il y a 18 mois, j'ai rejoint Peton Analytics en tant que coordinatrice des relations clients. La description de poste donnait l'impression d'un travail ennuyeux, tenir des registres de communication, planifier des suivis, suivre les indicateurs de satisfaction client. Ce qu'il n'avait pas mentionné, c'est que notre entreprise perdait des comptes à un rythme plus rapide que quiconque ne voulait l'admettre, et que la personne qui occupait mon poste avant moi avait tenu exactement 4 mois avant de démissionner sans préavis. Ma superviseure, Kinla Brexworth, a clairement fait savoir dès le premier jour qu'elle considérait mon rôle comme une dépense superflue. Elle faisait partie de ces personnes qui croyaient que les relations commerciales étaient purement transactionnelles, envoyer des factures, fournir des services, encaisser les paiements, répéter. L'idée que les clients puissent désirer une véritable connexion humaine était étrangère à son approche systématique de tout. Mais j'ai vu quelque chose de différent au cours de ces premières semaines. En parcourant nos dossiers clients, j'ai trouvé page après page de registres de communication secs qui ressemblaient à des conversations de robots. Aucune personnalité, aucune chaleur, aucune indication que quelqu'un dans notre entreprise se soit donné la peine d'apprendre quelque chose de personnel sur les gens qui nous envoyaient des milliers de dollars chaque mois. Alors, j'ai commencé à faire quelque chose qui semblait radical dans cet environnement, j'ai commencé à traiter nos clients comme de vrais êtres humains. Quand Vernon Hutchcraft, qui dirigeait une entreprise manufacturière de taille moyenne, a mentionné lors d'un appel de routine que son Golden Retriever venait d'être diagnostiqué avec des problèmes de hanche, j'ai pris note. 2 semaines plus tard, j'ai pris de ses nouvelles pour savoir comment se passait le traitement. Il a été si surpris que quelqu'un s'en souvienne. Il a passé 20 minutes à me raconter son voyage du week-end pour trouver un vétérinaire spécialiste. Quand Constance Farweder a célébré le 15e anniversaire de son entreprise textile, je lui ai envoyé un message personnalisé reconnaissant cette étape importante et lui ai posé des questions sur ses projets de croissance. Elle a fini par programmer une session de consultation supplémentaire qui a généré 12 000 $ de revenus inattendus. Il ne s'agissait pas de grands gestes ni de cadeaux coûteux. J'écoutais simplement lorsque les gens partageaient des bribes de leur vie, je me souvenais de ce qui leur importait, et je faisais un suivi d'une manière qui montrait que je me souciais réellement de leur succès au-delà de ce pourquoi ils nous payaient. Kinla n'a jamais compris ce que je faisais. Elle passait devant mon bureau et me voyait taper ce qui ressemblait à des notes de conversation informelles, et je pouvais sentir sa désapprobation irradier à travers tout le bureau. Lors de nos bilans mensuels, elle parcourait mes rapports d'activité avec une frustration visible. Pourquoi passez-vous 45 minutes sur des appels qui devraient en durer 15 demandait-elle, tapotant son stylo contre son presse-papier. Les indicateurs d'efficacité montrent que vous traitez moins d'interactions par heure que le niveau optimal. J'ai essayé de lui expliquer que les conversations plus longues construisaient des relations plus solides, que les clients demandaient spécifiquement à travailler avec moi sur de nouveaux projets, que notre taux de rétention s'était amélioré de 37% depuis que j'avais commencé à personnaliser notre approche. Mais Kinla ne se souciait que des chiffres qui correspondaient à ses formules de tableur. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que je construisais quelque chose de bien plus précieux que des registres d'appels efficaces. Je devenais le pont entre notre entreprise et les personnes qui nous maintenaient en activité. Roderick Yates, propriétaire d'une chaîne de librairies spécialisées, a commencé à m'appeler directement lorsqu'il avait besoin de quelque chose, au lieu de passer par notre numéro principal.
Il m'a dit qu'il appréciait de parler à quelqu'un qui se souvenait de sa passion pour les vieux romans policiers et du fait que sa fille étudiait la littérature à l'université. Tempest Livingwell, dont l'entreprise de traiteur représentait notre troisième plus grand revenu mensuel, a commencé à recommander nos services à d'autres entreprises spécifiquement parce qu'elle appréciait nos conversations sur ses visites au marché fermier du week-end et la collection de recettes de sa grand-mère. Mois après mois, je voyais nos scores de satisfaction client grimper tandis que Kinla restait concentré sur des indicateurs d'efficacité qui ignoraient complètement l'essentiel. Elle mesurait la rapidité avec laquelle nous pouvions traiter les interactions, alors que je construisais la loyauté qui déterminerait si ces interactions continueraient d'avoir lieu. Le tournant est survenu lors de notre réunion annuelle de planification stratégique. Notre PDG, Gideon Ashworth, passait en revue les performances des départements lorsqu'il a mentionné que la rétention des clients avait atteint un niveau record. Il a spécifiquement salué notre approche de la gestion des relations et a suggéré d'étendre la stratégie de la « touche personnelle » à d'autres départements. J'ai vu l'expression de Kinla s'assombrir alors que le mérite de l'amélioration de la rétention revenait à ce qu'elle considérait comme mes méthodes inefficaces. Après la fin de la réunion, elle m'a acculé près de la salle des fournitures. « Je ne sais pas quel genre de comédie vous jouez, dit-elle, la voix tendue par une colère contenue, mais cette entreprise réussit grâce à l'excellence professionnelle, pas à des bavardages sociaux avec les clients. Elle m'a chargé de réaliser un audit exhaustif de toutes les interactions avec les clients de l'année écoulée, exigeant une documentation détaillée de chaque communication, de chaque note de suivi, de chaque effort de construction de relations que j'avais fait. C'était clairement une punition. Des centaines d'heures de paperasse inutiles qui m'éloigneraient du véritable travail relationnel qui stimulait notre succès. Mais j'ai abordé le projet d'audit avec la même attention aux détails personnels que j'appliquais au travail avec les clients. J'ai créé des registres complexes qui montraient non seulement quelles communications avaient eu lieu, mais aussi comment ces communications s'étaient traduites en résultats commerciaux. J'ai documenté les recommandations de traiteurs que Tempest avait générées, les services élargis que Vernon avait achetés après avoir discuté des plans de croissance de son entreprise, le renouvellement de contrats que Roderick avait signé en avance parce qu'il faisait confiance à notre partenariat. L'audit final se composait de 53 pages de preuves que l'attention personnelle portée aux relations clients était directement responsable de plus de $200 000 de revenus supplémentaires. Chaque conversation informelle sur les projets de week-end ou les célébrations familiales avait renforcé des liens commerciaux que les concurrents ne pouvaient pas reproduire avec leur approche professionnelle générique. J'étais fier de cet audit. Il représentait non seulement une année de travail, mais une année de connexion authentique qui avait transformé la façon dont notre entreprise interagissait avec les personnes qui nous confiaient leurs affaires, ce qui a rendu ce qui s'est passé. Ensuite encore plus dévastateur. Kinla a convoqué une réunion de tout le département un mardi matin à la fin de l'automne. Elle a annoncé que nous devions revoir nos protocoles de relations clients et que mon audit servirait d'étude de cas pour la discussion. Je supposais qu'elle était enfin prête à reconnaître que l'attention personnelle était le moteur de nos meilleures performances. Au lieu de cela, elle m'a demandé d'afficher mes fichiers d'audit sur l'écran principal de la salle de conférence pendant que tout le département regardait. Puis elle a commencé à disséquer chaque note personnelle, chaque détail de conversation, chaque effort de construction de relations comme une preuve de violation des limites professionnelles. C'est exactement le type d'inefficacité qui sape nos normes de service, a-t-elle déclaré en faisant défiler des mois de documentation soignée. Les bavardages personnels sur les animaux de compagnie et les passe-temps n'ont pas leur place dans les communications commerciales. Ces fichiers représentent un échec total à maintenir une distance professionnelle appropriée. Je sentis la chaleur monter dans mon cou alors que 23 collègues regardaient comment elle démolissait le travail qui avait généré des revenus importants pour notre entreprise. Elle présentait ma plus grande réussite professionnelle comme un avertissement sur ce qu'il ne fallait pas faire. Mais ensuite, elle a fait quelque chose qui a franchi une ligne que je n'aurais jamais cru qu'elle franchirait. Elle a ouvert le fichier contenant ma base de données d'audit complète, chaque note de client, chaque détail de relation, chaque enregistrement de conversation qui prouvait comment l'attention personnelle stimulait le succès de notre entreprise. Son doigt a survolé l'option de suppression alors qu'elle continuait de parler de la nécessité de normes professionnelles. Toute cette approche, c'est de la foutaise, a-t-elle annoncé, la main suspendue au-dessus de la commande de suppression. À partir d'aujourd'hui, nous revenons à des protocoles de communication client efficaces et professionnels.
Et puis elle a cliqué sur « Supprimer ». J'ai vu une année de construction de relations disparaître de l'écran. 53 pages de connexions documentées qui avaient généré des centaines de milliers de dollars de revenus, anéantis en un instant de vengeance. Le silence dans la salle de conférence était absolu tandis que tout le monde digérait ce qui venait de se passer. Kinla s'est détourné de l'écran avec une expression satisfaite, s'attendant clairement à ce que j'accepte cette humiliation et que je recommence mon travail selon ses méthodes préférées. Mais elle avait commis une erreur de calcul cruciale. Bien qu'elle ait détruit ma documentation, elle n'avait pas détruit les relations réelles que j'avais bâties. Les clients qui me faisaient confiance, qui m'appelaient directement, qui avaient partagé des détails personnels sur leur vie et leurs affaires, ces connexions existaient dans leur cœur et leur esprit, pas dans nos fichiers informatiques. Et, apparemment, certaines de ces connexions avaient prêté plus d'attention à la dynamique de notre entreprise que quiconque ne l'imaginait. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que Kinla n'ait fini d'expliquer ses nouveaux protocoles d'efficacité. L'afficheur indiquait « Marlowe Partners », un cabinet de conseil récemment créé lorsque 3 anciens collègues étaient partis pour fonder leur propre entreprise. Je suis sorti de la salle de conférence pour prendre l'appel, les mains tremblant encore d'avoir vu mon travail être effacé devant tout le monde. « Zelda », dit la voix à l'autre bout du fil. Nous avons observé ce qui se passe chez Peton et nous voulons discuter. La conversation qui a suivi allait tout changer. Marlowe Partners avait suivi nos améliorations en matière de rétention de la clientèle et savait exactement qui était responsable des relations qui maintenaient les comptes principaux heureux. Ils avaient prévu de me contacter depuis des mois, mais voir Kinla détruire mes fichiers d'audit les avait convaincus que le moment était parfait. Nous sommes prêts à vous offrir un demi-million de dollars par an pour rejoindre notre équipe, ont-ils dit. Plus une participation au capital et une autonomie totale sur les stratégies de relations clients. Nous pensons que l'attention personnelle est l'avenir du conseil aux entreprises et nous voulons que vous construisiez cet avenir avec nous. Un demi-million de dollars, plus du double de ma rémunération actuelle, pour travailler pour des gens qui valorisaient exactement ce que Kinla considérait comme une inefficacité inutile. Mais la plus belle partie de leur offre n'était pas l'argent. Nous savons que vous ne pouvez pas apporter d'informations confidentielles de Peton, ont-ils poursuivi. Mais nous savons aussi que les relations clients sont basées sur la confiance et la connexion personnelle, pas sur des fichiers de base de données. Si vous décidez de nous rejoindre et si les clients choisissent de travailler avec quelqu'un en qui ils ont confiance plutôt que de rester avec quelqu'un qui les traite comme des numéros de transaction, c'est simplement la conséquence naturelle de philosophies commerciales différentes. J'ai tout de suite compris ce qu'ils suggéraient. Ils ne me demandaient pas de voler des clients ou de violer un accord légal. Il soulignait simplement que si je quittais Peton et que les clients décidaient qu'ils préféraient travailler avec quelqu'un qui se souvenait des problèmes de santé de leur chien et des projets universitaires de leur fille, c'était un choix qui leur appartenait. Quand je suis retourné dans la salle de conférence, Kinla était toujours en train de sermonner sur les normes d'efficacité professionnelle tandis que mes anciens collègues regardaient leurs mains ou leurs carnets, clairement mal à l'aise avec ce dont ils venaient d'être témoins. Elle a remarqué mon retour et a interrompu sa présentation. Avez-vous des questions sur nos nouveaux protocoles de communication? J'ai regardé autour de moi, les gens avec qui j'avais travaillé pendant 18 mois. Puis l'écran vide où mon audit avait été affiché avant d'être détruit, et de nouveau l'expression pleine d'attente de Kinla. En fait, dis-je, j'ai une annonce à faire. Ce qui a suivi allait devenir le moment le plus satisfaisant de ma vie professionnelle. Mais je veux garder cela pour la prochaine partie de cette histoire, car la vengeance qui a suivi a été si parfaitement orchestrée par Kinla elle-même que vous devez entendre exactement comment ses propres actions ont créé l'effet domino qui a fait s'effondrer tout ce qu'elle pensait protéger. La beauté de ce qui s'est passé, ce n'est pas que j'ai planifié un plan élaboré pour lui nuire, à elle ou à l'entreprise. La beauté, c'est qu'en effaçant mon travail de construction de relations, elle venait de supprimer la seule chose qui empêchait nos plus gros clients de partir. Elle pensait effacer une documentation inefficace. Ce qu'elle a réellement effacé, c'est le fondement de la loyauté des clients qui avaient mis un an à se construire et qui pouvaient disparaître en quelques semaines. Et quand mon téléphone a sonné avec cette offre d'un demi-million, j'ai réalisé qu'elle venait de me donner la clé de la vengeance la plus élégante possible, simplement laisser les conséquences naturelles se dérouler pendant qu'elle regardait tout ce qu'elle pensait contrôler lui échapper pour toujours. Je démissionne de Peton Analytics, avec effet immédiat, ai-je dit, la voix ferme malgré l'adrénaline qui parcourait mon système.
Je rejoins Marlowe Partners en tant que directrice des relations clients. La salle de conférence est tombée dans un silence complet. On pouvait entendre le bourdonnement du climatiseur en arrière-plan et le cliquetis nerveux du stylo de quelqu'un contre son carnet. L'expression de Kinla est passée de la satisfaction béate à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Vous ne pouvez pas simplement démissionner au milieu d'une réunion de département, balbutia-t-elle, clairement décontenancée par ce tournant inattendu. Il y a des protocoles, des préavis, des procédures de transition. En fait, ai-je répondu en sortant mon téléphone pour montrer l'offre de contrat que je venais de recevoir, mon contrat de travail autorise la démission immédiate en cas d'environnement de travail hostile ou de faute professionnelle. Voir mon travail effacé devant mes collègues tout en étant publiquement humilié correspond à ces deux cas. Gideon Ashworth, qui observait en silence depuis le fond de la salle, s'est avancé. Peut-être devrions-nous en discuter en privé avant de prendre des décisions hâtives. Mais j'en avais fini avec les discussions privées et les solutions diplomatiques. Kinla avait choisi de m'humilier publiquement, elle allait donc devoir en subir les conséquences avec la même publicité. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit en ramassant mes affaires sur la table de conférence. Ma décision est finale. Je soumettrai les documents de démission officiels dans l'heure. Alors que je me dirigeais vers la sortie de la salle de conférence, je pouvais sentir 23 paires d'yeux suivre mon mouvement. Certains de mes collègues semblaient choqués, d'autres impressionnés, et quelques-uns semblaient reconsidérer leurs propres options de carrière. Kinla m'a interpellé, la voix plus aiguë que d'habitude. Vous faites une énorme erreur. Marlowe Partners est une start-up sans antécédent prouvé. Vous sacrifiez la sécurité de l'emploi pour un fantasme selon lequel construire des relations est plus important que les normes professionnelles. Je me suis arrêtée à la porte et me suis retournée pour la regarder. Nous verrons bien quelle approche se révélera la plus précieuse. En 24 heures, j'avais vidé mon bureau, passé les entretiens de départ et commencé mon nouveau poste chez Marlowe Partners. Leur bureau était plus petit que ceux de Peton, mais il débordait d'énergie et d'enthousiasme à l'idée de construire quelque chose d'innovant dans le domaine du conseil. Plus important encore, je travaillais enfin avec des gens qui comprenaient que les relations commerciales se construisent sur une connexion humaine authentique, et non sur des indicateurs d'efficacité et des protocoles de communication standardisés. Mais la véritable validation de ma décision est venue dans les semaines qui ont suivi, alors que j'observais les conséquences naturelles des actions de Kinla se dérouler avec une précision dévastatrice. Je n'avais contacté aucun client de Peton. Je n'avais pas fait d'appel de vente ni envoyé de messages de recrutement. J'avais simplement mis à jour mes profils professionnels pour refléter mon nouveau poste et continuer d'être la même personne qui avait passé un an à construire des relations authentiques avec des personnes qui avaient besoin de services de conseil. Le premier appel est arrivé le jeudi matin, 3 jours après mes débuts chez Marlowe Partners. Vernon Witchcraft, le propriétaire de l'entreprise manufacturière dont j'avais pris des nouvelles du Golden Retriever lors d'appels de routine, a appelé directement mon nouveau numéro de bureau. Zelda, dit-il, j'ai entendu via le réseau professionnel que vous avez changé de cabinet. Je voulais vous féliciter et vous interroger sur les capacités de votre nouvelle entreprise. Nous avons parlé pendant 1 heure de ses besoins commerciaux, de ses projets d'expansion, oui, de l'amélioration de la mobilité de son chien après le traitement spécialisé. À la fin de la conversation, il avait programmé une réunion de consultation pour discuter du transfert de son compte chez Marlowe Partners. Le deuxième appel est arrivé le même après-midi. Constance Farweder, dont j'avais célébré l'anniversaire de son entreprise textile, voulait discuter des besoins de son prochain projet avec quelqu'un qui comprenait sa philosophie d'entreprise. Je travaille avec des cabinets de conseil depuis 12 ans, m'a-t-elle dit, et vous êtes la première personne qui m'a fait sentir que mon entreprise comptait au-delà du montant de la facture. Si vous offrez la même attention personnelle dans votre nouveau cabinet, je suis intéressée à changer. À la fin de ma première semaine chez Marlowe Partners, j'avais reçu des appels de 6 anciens clients de Peton. Non pas parce que je les avais sollicités, mais parce qu'ils préféraient travailler avec quelqu'un qui les traitait comme des individus plutôt que comme des numéros de compte. Pendant ce temps, chez Peton Analytics, Kinla commençait à réaliser ce qu'elle avait vraiment effacé en détruisant ma documentation sur la construction de relations. J'ai appris sa panique croissante par des contacts mutuels dans la communauté professionnelle. Apparemment,
elle avait tenté de contacter des clients importants pour des suivis de routine, pour découvrir que beaucoup d'entre eux n'étaient plus intéressés à poursuivre leur contrat. Quand elle a appelé Vernon Witchcraft pour planifier son bilan trimestriel, il l'a poliment informé qu'il explorait d'autres options de conseil et qu'il ne renouvellerait pas son accord annuel. Quand elle a contacté Constance Farweder au sujet des besoins futurs de projet, Constance a expliqué qu'elle avait trouvé un partenaire de conseil qui comprenait mieux ses valeurs d'entreprise. Un par un, les clients avec qui j'avais passé un an à construire des relations prenaient la décision de travailler avec quelqu'un qui se souvenait de leurs détails personnels, de leurs défis commerciaux et de leurs préférences de communication individuelle. Kinla avait cru que la loyauté des clients était liée à la réputation de la marque et à la qualité du service de Peton. Elle découvrait que la loyauté des clients était en réalité liée aux connexions personnelles qui faisaient que les gens se sentaient valorisés et compris. La 3e semaine après mon départ, j'ai reçu un appel qui a rendu tout à fait clair à quel point la décision de Kinla était devenue dévastatrice. Roderick Yates, le propriétaire de la librairie qui avait commencé à m'appeler directement au lieu de passer par le numéro principal de Peton, voulait partager une information qu'il pensait que je devrais connaître. Kinla m'a appelé hier, dit-il, demandant s'il y avait un problème de service qui pourrait expliquer pourquoi j'envisageais d'autres options de conseil. Quand je lui ai dit que je vous suivais chez Marlowe Partners parce que je valorisais notre connexion personnelle, elle s'est carrément disputée avec moi à ce sujet. Il a ri, mais pas d'une manière qui suggérait qu'il trouvait cela drôle. Elle m'a dit que les relations professionnelles devraient être basées sur la qualité du service, pas sur des bavardages personnels sur les livres et la famille. Elle a dit que je prenais une décision émotionnelle plutôt qu'une décision d'affaires. Pouvez-vous le croire ? Elle me faisait la leçon sur la façon dont je devrais choisir mes propres partenaires de conseil. Cet appel téléphonique a tout révélé sur la raison pour laquelle l'approche de Kinla échouait si spectaculairement. Même face à la preuve que les relations personnelles guidaient les décisions des clients, elle ne pouvait pas ajuster sa philosophie. Elle essayait toujours de convaincre les gens que les indicateurs d'efficacité comptaient plus que le fait de se sentir valorisé et compris. À la fin de mon premier mois chez Marlowe Partners, 14 anciens clients de Peton étaient passés à notre cabinet ou avaient entamé des discussions sur des transitions potentielles. Ce n'étaient pas de petits comptes. Ils représentaient plus de 60% des revenus annuels de Peton. Je ne les recrutais pas activement. J'étais simplement disponible quand ils appelaient, me souvenant des détails de leur vie et de leurs affaires, et offrant la même attention personnelle qui avait bâti nos relations en premier lieu. Marlowe Partners prospérait au-delà de ses projections les plus optimistes, tandis que Peton Analytics connaissait la pire crise de rétention de clientèle de l'histoire de l'entreprise. La partie la plus satisfaisante n'était pas l'argent ni le succès professionnel, bien que les deux fussent incroyables. La partie la plus satisfaisante était de savoir que Kinla avait créé toute cette situation elle-même par son refus obstiné de valoriser ce que les clients voulaient vraiment. Elle aurait pu soutenir mon approche de la construction de relations. Elle aurait pu apprendre des taux de rétention améliorés et des scores de satisfaction client. Elle aurait pu reconnaître que l'attention personnelle générait des résultats commerciaux mesurables. Au lieu de cela, elle avait choisi de m'humilier publiquement et d'effacer un travail qui représentait des centaines de milliers de dollars de loyauté client. Croyant, apparemment, que sa philosophie axée sur l'efficacité était plus importante que la preuve réelle de ce qui fonctionnait. 2 mois après mon départ, j'ai appris par les réseaux professionnels que Gideon Ashworth avait convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour faire face à la crise de la rétention des clients. Peton Analytics était confronté à la possibilité de licenciement, de réduction des opérations et potentiellement de se vendre à une plus grande entreprise pour survivre à la perte de revenus. Kinla, qui avait été si sûr de ses normes professionnelles et de ses indicateurs d'efficacité, se débattait maintenant pour expliquer comment l'entreprise avait perdu la majorité de ses comptes principaux en 8 semaines. Selon des sources qui y travaillaient encore, elle avait d'abord tenté de rejeter la faute des défections de clients sur mon départ, arguant que j'avais en quelque sorte empoisonné les relations avec les clients ou violé des normes éthiques pour voler des comptes. Mais la chronologie ne soutenait pas ces accusations. Les clients ne partaient pas immédiatement après ma démission. Ils partaient après avoir essayé de maintenir des relations avec la nouvelle approche axée sur l'efficacité de Kinla et avoir découvert qu'ils préféraient travailler avec des gens qui les traitaient comme des individus. L'enquête du conseil d'administration a révélé exactement ce que j'aurais pu leur dire des mois plus tôt.
Les clients choisissent leur partenaire de conseil en fonction de la confiance, de la qualité de la communication et du sentiment d'être valorisés, et non de la rapidité avec laquelle leurs appels sont traités ou de l'efficacité avec laquelle leurs préoccupations sont classées. Kinla avait passé 1 an à rejeter la construction de relations comme une conversation sociale inefficace et faisait maintenant face aux conséquences de cette philosophie sous la forme de défections de clients qui menaçaient la survie de toute l'entreprise. 3 mois après mon départ, j'ai reçu l'appel qui a bouclé la boucle de cette histoire de vengeance. Gideon Ashworth m'a contacté personnellement pour discuter de ce qu'il a appelé une « opportunité de partenariat potentiel ». Il voulait savoir si Marlowe Partners serait intéressé par l'acquisition des comptes clients restants de Peton Analytics et éventuellement par l'embauche d'une partie de leur personnel au cours de ce qu'il a décrit comme un « processus de restructuration stratégique ». L'entreprise qui avait considéré mon approche de la construction de relations comme une futilité inefficace espérait maintenant vendre ses actifs restants au cabinet qui s'était bâti précisément sur les principes que Kinla avait rejetés. Au cours de notre conversation, Gideon a mentionné qu'il réévaluait également les approches de leadership dans leur département des relations clients. En lisant entre les lignes, il était clair que le poste de Kinla n'était plus sûr. « Je dois vous demander, dit-il vers la fin de notre appel. Que faudrait-il pour vous faire revenir chez Peton en tant que directrice des relations clients? Nous sommes prêts à offrir des augmentations de rémunération significatives et une autonomie totale sur les stratégies de gestion des relations. » L'ironie était incroyable. 3 mois après avoir vu mon travail effacé devant mes collègues, on me recrutait pour mettre en œuvre exactement la même approche avec un salaire beaucoup plus élevé et une autorité totale sur le département qui avait rejeté mes méthodes. Mais je n'avais aucun intérêt à retourner travailler pour des gens qui n'avaient appris à valoriser mon approche qu'après avoir perdu des millions de dollars de revenus. J'apprécie l'offre, lui ai-je dit, mais je suis très heureuse dans mon poste actuel. Marlowe Partners a compris la valeur des relations personnelles avec les clients dès le premier jour, au lieu de devoir l'apprendre à travers une crise. 6 mois après avoir quitté Peton Analytics, j'ai été promu associé principal chez Marlowe Partners avec une participation au capital et la responsabilité d'étendre notre philosophie de relations clients à plusieurs lignes de service. Les clients qui m'avaient suivi depuis Peton sont devenus le fondement de notre année la plus réussie de l'histoire de l'entreprise. Pendant ce temps, Peton Analytics a subi la « restructuration stratégique » que Gideon avait décrite par euphémisme. Ils ont licencié 30% de leur personnel, vendu leur plus grand espace de bureau et ont finalement fusionné avec un concurrent qui valorisait les indicateurs d'efficacité plutôt que les relations personnelles. Kinla n'a pas été conservé lors de la fusion. J'ai appris son départ par des mises à jour sur LinkedIn et des conversations sur les réseaux professionnels. Selon d'anciens collègues, elle avait passé ces derniers mois chez Peton à essayer de reconstruire les relations avec les clients en utilisant la même approche impersonnelle qui avait causé la crise en premier lieu. Apparemment, elle n'a jamais compris que le problème n'était pas ses compétences en communication ou ses connaissances techniques. Le problème était sa conviction fondamentale que les relations d'affaires devaient être purement transactionnelles. La dernière nouvelle que j'ai entendue sur sa situation provenait d'un contact professionnel commun qui a mentionné qu'elle avait du mal à trouver des postes comparables car son rôle le plus récent s'était terminé lors d'une crise majeure de rétention de la clientèle. Les employeurs potentiels étaient, à juste titre, réticents à embaucher quelqu'un dont l'approche de gestion avait contribué à une perte de revenus aussi importante, en particulier dans des rôles en contact avec la clientèle où la construction de relations était considérée comme essentielle. Je n'ai ressenti aucun plaisir en apprenant ces difficultés professionnelles. Ma satisfaction venait de savoir que les principes qu'elle avait ridiculisés et rejetés étaient désormais reconnus dans toute notre industrie comme essentiels à un succès commercial durable. Chaque cabinet de conseil investissait dans des stratégies de relations personnelles avec les clients. Chaque programme de développement professionnel soulignait l'importance de traiter les clients comme des individus plutôt que comme des sources de transactions. Chaque cabinet de conseil prospère donnait la priorité à l'approche exacte que Kinla avait considérée comme une futilité inefficace. Elle s'était trompée sur ce que les clients valorisaient, elle s'était trompée sur ce qui stimulait le succès des entreprises, et elle s'était trompée sur l'importance des connexions personnelles dans les relations professionnelles et son erreur avait été révélée non pas par des plans élaborés ou des attaques calculées, mais simplement en laissant les conséquences naturelles se dérouler après qu'elle ait choisi de détruire publiquement un travail qui représentait le fondement de la loyauté des clients.
La vengeance la plus élégante est toujours celle où votre ennemi se défait lui-même par ses propres actions, et où vous n'avez qu'à vous écarter et laisser ses mauvaises décisions créer la destruction qu'elles méritent. Aujourd'hui, 2 ans après avoir vu mes fichiers d'audit être effacés devant 23 collègues, je dirige la division des relations clients de l'un des cabinets de conseil à la croissance la plus rapide de notre région. Notre succès est entièrement basé sur le principe que Kinla a rejeté, que les relations d'affaires prospèrent lorsque les gens se sentent valorisés, compris et connectés personnellement à leurs prestataires de services. Chaque jour, je travaille avec des clients qui apprécient qu'on se souvienne de leurs anniversaires, qu'on prenne note des nouvelles de leur famille et que leurs défis commerciaux soient abordés avec un véritable investissement personnel dans leur succès. Et chaque jour, je me souviens que la meilleure vengeance contre les gens qui sous-estiment vos contributions est simplement de leur prouver qu'ils ont tort grâce à votre succès continu ailleurs. Kinla pensait qu'elle effaçait une documentation inefficace lorsqu'elle a détruit mon travail de construction de relations. Ce qu'elle a réellement effacé, c'est la seule chose qui empêchait son monde professionnel de s'effondrer autour d'elle. Parfois, la vengeance la plus satisfaisante consiste simplement à laisser les gens subir les conséquences naturelles de leurs propres décisions terribles pendant que vous construisez quelque chose de meilleur ailleurs. Si cette histoire a résonné en vous ou si quelqu'un a déjà sous-estimé un travail que vous saviez important, j'aimerais beaucoup lire vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Parfois, la meilleure thérapie pour la trahison professionnelle est de partager des histoires avec des gens qui comprennent ce que l'on ressent lorsque ces contributions sont rejetées par des personnes qui devraient être mieux informées. Et si vous avez aimé entendre comment la suppression de mes fichiers est devenue le début de la chute professionnelle de Kinla, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les vengeances au travail qui s'écrivent d'elles-mêmes lorsque vous laissez simplement des managers incompétents faire face aux conséquences de leur propre mauvais jugement.